Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de faire un exposé au Centre d'astronomie. Des planètes autour des étoiles les plus proches du Soleil. Effectivement, j'ai mis cette photo en fond pour ce titre. C'est juste pour vous montrer que si on a le ciel, si on a un très beau ciel en Haute-Provence, il est quand même menacé par la pollution lumineuse. C'est juste un aparté, mais vous voyez que c'est une photo orientée vers l'est. Donc on a Fort Calquier, on a des nuages éclairés par les lumières de Château Arnoux, etc. Donc voilà, il y a du monde. Hein. Et donc la préservation du ciel, c'est aussi une chose auquel il faut penser et pour laquelle il faut se battre régulièrement. Donc les exoplanètes. Alors les exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil, d'accord, ça vous l'avez bien compris. Et aujourd'hui, les grandes questions que se posent les astronomes, c'est comment se sont-elles formées, ces exoplanètes, et bien sûr nos planètes du système solaire, hein, comment elles ont évolué entre le moment où elles se sont fabriquées autour de leurs étoiles et aujourd'hui. Et puis vraiment, évidemment, la grande question derrière tout ça, c'est est-ce que ces nouveaux mondes, est-ce que ces planètes, nouveaux pour nous, parce qu'elles sont là depuis des milliards d'années, hein, est-ce que ces planètes abritent-elles la vie comme il y a de la vie sur la Terre? Alors, tout a commencé, si je puis dire, en 1995. Hein, voilà une belle photo faite au mois de décembre dernier par José Rodriguez, qui montre ce fameux télescope de l'observatoire. Je suppose que vous êtes nombreux à être allés visiter l'observatoire et avoir visité ce télescope. Moi, j'aime bien dire que ce télescope, il est rentré dans l'histoire de l'astronomie, hein, parce qu'il faut que vous rendiez compte que cette découverte des exoplanètes en 1995, ça a été vraiment une révolution dans l'astronomie, hein, et dans l'histoire de l'astronomie. C'est-à-dire que pour la première fois, on avait la preuve définitive qu'il y avait des planètes autour des autres étoiles. Et Jean-Pierre l'a dit, c'est quelque chose que les Grecs déjà envisageaient, hein, avaient conjecturé, les étoiles c'était des soleils et qu'il devait y avoir d'autres mondes. Mais il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que la technologie soit suffisante, soit suffisamment pointue pour qu'on puisse détecter ces fameuses exoplanètes. Voilà les deux heureux Suisses qui ont découvert cette première planète. Je vais passer rapidement, excusez-moi. Alors, comment les planètes se forment-elles? On commence à avoir des réponses intéressantes. On commence à avoir des éléments pour répondre à cette question. Et les astronomes n'observent pas seulement la lumière visible, mais ils observent aussi une lumière invisible qu'on appelle dans notre jargon les ondes radio. Ça ne veut pas dire que c'est des choses qu'on écoute, hein, bien sûr, mais c'est une autre forme de lumière, simplement. Et on ne les capte pas avec des lentilles ou des miroirs dans des télescopes, mais avec des antennes radio. Et vous voyez ici des antennes qui ont été construites par l'ESO à 5000 mètres d'altitude dans les Andes chiliennes. Et en observant le ciel avec ce réseau d'antennes, et ben voilà un très très beau résultat qui a été publié au mois de janvier cette année, qui montre quoi? Qui montre des étoiles jeunes avec autour d'elles des disques de poussière. Mais vous voyez que c'est plus sophistiqué qu'un simple disque, c'est carrément des cerceaux concentriques. Et le noir en fait, est-ce qu'il y a un pointeur là-dessus? Oui. Et le noir que vous voyez là, enfin je tremble trop pour montrer ça, mais le noir que vous avez à l'intérieur de ces cerceaux concentriques, en fait ce sont des endroits où il n'y a plus de poussière. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a plus. Et pourquoi il n'y en a plus? C'est parce qu'il y a des planètes qui ont tout ramassé sur leur passage, hein, et qui se sont constituées. Donc en fait ces anneaux noirs sont la signature de la présence de planètes en formation ou à peine formées à l'intérieur de ces disques qu'on appelle protoplanétaires. Alors, ces fameuses exoplanètes, comment on les détecte? Très rapidement, bien sûr, le plus simple, c'est de se dire on va les voir. Hein. Le problème, évidemment, c'est qu'elles sont très petites par rapport à leur étoile, et les étoiles, en plus, sont très éloignées. Donc, elles ne réfléchissent ou elles n'émettent qu'une très faible proportion de lumière par rapport à l'étoile elle-même. Et donc, on a des problèmes d'éblouissement. Hein, et il n'y a que quelques rares cas, il y a une poignée de planètes qu'on peut vraiment observer de manière directe. Et quand même sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'on est obligé de masquer l'étoile en provoquant ou en réalisant dans notre télescope une éclipse artificielle avec un instrument qu'on appelle un coronographe.
hein, et c'est ce qui est représenté là-haut. Hein, voilà. Donc ça, c'est un... Ici, au point A, vous avez une étoile qui est cachée par le coronagraphe, et ce qu'on voit ici en B, c'est une planète qui tourne paisiblement autour de son étoile. Et vous voyez qu'elle est très éloignée de son étoile parce qu'on a représenté sur cette figure l'orbite de Neptune. Hein, l'orbite de la Terre serait à peine au-delà de la croix. Là. Voilà donc un très beau résultat, une planète qui a été découverte par une équipe majoritairement française en plus, avec un instrument construit par un consortium mené par la France qui s'appelle SPHERE et installé sur un des télescopes de 8 mètres au Chili. Vous savez que les astronomes européens sont très bien organisés et ont construit depuis les années 60 des observatoires dans l'hémisphère sud. Et le ciel du Chili est absolument un des meilleurs ciels du monde pour faire ce genre d'astronomie, ce genre d'observation. Alors, la méthode qui a été utilisée historiquement par nos collègues suisses qui avaient leurs habitudes à l'OHP, c'est la technique qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Alors, je vais essayer de... Est-ce qu'on peut lancer l'animation? Là, il faudrait cliquer, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une planète autour d'une étoile? Eh bien, vous voyez que la planète et l'étoile tournent ensemble, avec la même période, autour de leur centre de gravité commun. D'accord? La planète étant moins massive que l'étoile, le centre de gravité est quasiment à l'intérieur de l'étoile encore. Mais quand même, l'étoile décrit une orbite avec la même période que la planète. D'accord? Alors maintenant, il y a un phénomène physique qui va s'ajouter à cette configuration dynamique, si vous voulez, gravitationnelle. C'est que lorsqu'une source lumineuse s'approche de vous ou s'éloigne de vous, eh bien, sa couleur change légèrement. C'est-à-dire que quand une étoile qui tourne comme ça autour de son centre de gravité mouvement qui est induit par la planète, d'accord? Lorsque l'étoile s'approche de vous, sa lumière est légèrement bleuie. Et lorsqu'elle s'éloigne de vous, sa lumière est légèrement rougie. Ça veut dire que si vous avez un instrument d'optique qui vous permet de peser en gros la quantité de rouge par rapport à la quantité de bleu, hein, et que vous voyez cette quantité de rouge par rapport au bleu qui change périodiquement, eh bien vous avez le signal de la présence d'une planète autour de l'étoile. Alors il ne faut pas croire qu'on voit clignoter comme ça des étoiles du bleu au rouge, comme ça serait trop simple, hein, bien sûr, et les Grecs les auraient découvertes et confirmées depuis longtemps, mais on est capable de détecter vraiment des infimes changements de couleur grâce à une technique qui est largement utilisée en sciences, non seulement par les astronomes, mais aussi par les chimistes, les physiciens, qui s'appelle la spectroscopie. La spectroscopie, c'est l'art de décomposer la lumière en fonction de ses différentes couleurs. Hein, et on trace des courbes qui montrent pour le bleu telle intensité, pour le vert telle intensité, pour le rouge telle intensité, etc. Hein, et on peut faire ça avec une résolution en couleur extrêmement fine et suffisamment fine pour arriver à détecter d'infimes changements de couleur des étoiles qui sont la signature de la présence d'une planète. Donc vous avez compris que la manière dont nos amis suisses ont découvert la première exoplanète, c'est une méthode indirecte. Ils n'ont pas vu la planète, mais ils ont vu l'effet de la planète sur le mouvement de l'étoile. D'accord ? Et depuis 1995, à l'OHP, ici, hein, donc on a découvert à peu près 200 planètes sur les 4000 connues, 200 planètes détectées par cette fameuse technique des vitesses radiales. Donc là, ici, vous voyez, il y a un schéma qui montre l'exoplanète. L'étoile qui s'éloigne, sa lumière rougit, elle s'approche, la lumière bleuie, etc. Oups. Voilà, donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer la courbe historique construite par Mayor et Kelloz, hein, par les collègues suisses. Donc ils ont représenté en fonction du temps, ici, si vous voulez, la vitesse de l'étoile. Ils se sont rendus compte que tantôt elle s'éloignait de nous à une vitesse de jusqu'à 60 mètres par seconde, et tantôt elle s'approchait de nous à une vitesse de l'ordre de 60 mètres par seconde. Hein, et en représentant tous les points de mesure en fonction du temps, ils se sont rendus compte que la vitesse radiale changeait et qu'ils avaient découvert une planète. C'était une planète extrêmement inattendue, parce qu'on ne connaissait que les planètes du système solaire, des planètes grosses comme Jupiter qui mettent 11 ans, 20 ans, 30 ans à tourner autour de leurs étoiles. Et ici, ils ont trouvé une planète de la moitié de la masse de Jupiter, donc quand même une grosse planète, hein,
Jupiter, c'est 300 fois la masse de la Terre. D'accord? Donc, une moitié de Jupiter, c'est quand même 150 fois la Terre encore. Et surtout, ils ont trouvé que cette planète, elle faisait le tour de son étoile, elle décrivait son orbite. Donc, une année pour cette planète, c'était 4 jours, 2 terrestres. Donc, vous voyez que ça veut dire que c'est une planète qui tourne donc en 4 jours autour de son étoile. Et du fait des lois de Kepler, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais si la période est courte, c'est le signe que la planète est très proche de son étoile. Et là, si vous êtes sur cette planète, vous êtes tellement proche de votre étoile que la température, c'est 1500 degrés. D'accord? Donc sur la question, y a-t-il de la vie sur les autres planètes, je pense que ça, c'est une planète sur laquelle ça va être difficile, d'accord? Parce que faire de la chimie à 1500 degrés, il ne reste plus grand-chose, hein, d'accord? Je dis ça pour Guy, qui parlait tout à l'heure de 3000 degrés pour ses météorites. Une autre méthode facile à comprendre, par contre, enfin plus facile à appréhender, disons, pour détecter les exoplanètes, c'est la méthode dite des transits. Vous imaginez bien que si une planète a le bon goût de passer devant son étoile, elle va masquer une partie de son étoile, hein, et du coup, on va voir l'étoile moins brillante, puisqu'il y a une partie de la lumière qui va être cachée par la planète. Donc ça veut dire que si vous observez le ciel comme ça au hasard, c'est ce qu'on fait des satellites, vous observez plusieurs dizaines de milliers d'étoiles simultanément. Pour chaque étoile, vous mesurez l'intensité, vous faites ça toutes les 5 minutes. Et bien, si vous avez de la chance, et ces missions spatiales en ont eu, et bien vous allez trouver comme ça, tout à coup, des étoiles qui présentent une variation d'intensité lumineuse, hein, et qui montrent cette petite coupe comme ça, hein, cette petite cuvette dans leur courbe de lumière. Et cette cuvette, cette petite diminution de l'intensité lumineuse est la signature du passage d'une planète devant l'étoile. D'accord? Et vous comprenez bien aussi que plus la planète va être grosse, plus cette cuvette va être profonde. Hein. Et en fait, on peut montrer avec de la géométrie très simple, hein, que la profondeur de cette cuvette est reliée au rayon, au carré de l'étoile, hein, à la surface de l'étoile, donc au rayon au carré de l'étoile. Donc vous avez, par la mesure de la profondeur du transit ici, vous avez une mesure du rayon de la planète que vous observez. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'avec la méthode des vitesses radiales, vous avez une mesure de la masse de la planète, à un facteur près, mais laissons ce détail de côté. Donc vous voyez que ces deux méthodes, elles sont complémentaires. Les vitesses radiales vont vous donner la masse, et la méthode des transits, le rayon. Donc vous allez commencer à faire de la physique sur vos étoiles. Vous allez commencer à être capable de mesurer la densité de votre planète. Rayon plus masse, hein, vous allez pouvoir dire, ah ben voilà, j'ai calculé la densité de mon étoile, de ma planète, pardon. Si vous faites le calcul, vous trouvez 3, vous allez dire, ben c'est sûrement une planète essentiellement rocheuse. Si vous trouvez une densité inférieure à 1, vous allez dire, ben c'est sûrement une planète gazeuse. Hein, si vous trouvez 1, vous allez dire, ah ben c'est peut-être une planète avec une proportion en eau significative. Bon. Et puis, au contraire, on a trouvé des planètes avec des densités de 13, 14. Donc, qu'est-ce que c'est ces planètes? C'est un morceau de métal dense, quasiment pur, quasiment. Hein, voilà, donc, ce que je voulais dire après cette introduction sur les techniques, c'est que vraiment, depuis 1995, notre manière de voir l'univers a complètement changé. Il y a vraiment un nouveau paradigme en astronomie, en astrophysique. Hein. C'est que le ciel est rempli d'étoiles, certes, mais il est rempli de planètes. Hein. Et si on regarde les statistiques, eh bien, les étoiles de type solaire, qui représentent 1/5 des étoiles que vous pouvez voir dans le ciel, en gros, eh bien, entre 50 et 80% d'entre elles ont une planète au moins. D'accord? Et il y a une autre catégorie d'étoiles qu'on appelle les étoiles naines rouges, qui sont de toutes petites étoiles qui sont typiquement un millier de fois moins brillantes intrinsèquement que le Soleil, mais qui représentent 75%, les 3/4 des étoiles de notre galaxie. D'accord? Et la grande majorité de ces étoiles sont entourées de planètes. Et en plus, il y a de l'ordre de 10% ou plus au moins de ces étoiles qui ont des planètes, et ces planètes sont en plus dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est-à-dire qu'elles sont ni trop proches de leur étoile pour être complètement grillées, ni trop loin pour être complètement gelées. Elles sont dans une zone où, s'il y a de l'eau à la surface de ces planètes, eh bien, elle peut être sous forme liquide, et donc peut-être éventuellement abriter la vie. Donc là, je
je vous parle un peu de tout ça, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on ne sait pas si à la surface de ces petites planètes, il y a de l'eau liquide et s'il y a la vie. Cette question de la vie reste complètement ouverte aujourd'hui. Donc voilà un schéma qui montre la zone habitable. Donc si vous avez une étoile très chaude et très brillante, évidemment, la zone habitable va être très externe. Pour le Soleil, elle va être comme ça, par exemple. Et pour une petite étoile naine, la zone habitable va être beaucoup plus compacte, puisque l'étoile chauffe moins intrinsèquement. Donc si on veut de l'eau liquide, il va falloir une planète qui est relativement proche. Voilà. Alors, les exoplanètes qui sont autour des étoiles proches. Alors, autour du Soleil, il y a des milliers, des milliards d'étoiles, mais si on regarde la banlieue proche du Soleil, eh bien, il y a vraiment dans la banlieue proche, c'est-à-dire dans une bulle qui ferait 10 ou 15 années-lumière de diamètre, donc c'est vraiment la banlieue, parce que le Soleil fait partie d'une galaxie qui fait 100 000 années-lumière de diamètre. 100 000, d'accord ? Et là, on regarde une petite bulle qui fait 10 années-lumière, d'accord ? Donc c'est vraiment la banlieue du Soleil. Et dans la banlieue du Soleil, eh bien justement, il y a essentiellement des petites étoiles naines, ces petites étoiles rouges, par exemple Barnard, Proxima, Lalande 21195, Ross, etc. Tout ça, ce sont de petites étoiles naines. Et si on fait le décompte, j'ai regardé ce week-end ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai regardé le nombre de planètes qu'il y avait dans une bulle de 15 années-lumière autour du Soleil. Eh bien, il y a 32 planètes. Voilà, il y a 32 exoplanètes à moins de 15,4 années-lumière. Alors, voilà, ça c'est toutes les étoiles proches autour desquelles on a découvert des planètes, entre 1 et 4. Il y a certaines étoiles ici où il y a 4 planètes. Alors j'en ai mis d'autres ici parce qu'elles n'apparaissent pas, mais toutes ces étoiles, Gliese 876, etc., Luhmann 16AB, tout ça ce sont des étoiles qui sont aussi dans cette bulle de 15 années-lumière. Donc il y a du monde, le ciel est rempli de planètes. Et en 2016, voilà, un groupe d'astronomes a découvert une planète, comme par hasard, autour de l'étoile la plus proche de la Terre, Proxima Centauri. Une petite planète, et en plus très intéressante parce qu'elle est sur une orbite tempérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est ni trop chaude ni trop froide, donc elle est plus ou moins dans la zone habitable. Mais j'insiste pour dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a de l'eau et des poissons à la surface. Très bien. 5 minutes. On ne sait pas s'il y a de l'eau, des océans et des poissons sur cette planète, d'accord? On sait seulement que si les conditions sont favorables, eh bien, il peut y avoir de l'eau liquide à la surface de cette planète. Et c'est vraiment une étoile naine. Il faut vous rendre compte que c'est l'étoile la plus proche de la Terre, mais pourtant, elle est 100 fois moins brillante que l'étoile la plus faible que vous pouvez voir à l'œil nu une nuit sans lune, ici sur le plateau du Moulin à Vent. D'accord ? Elle est une magnitude 10 à peu près, je crois. Et elle brille comme un 700e. Qu'est-ce qui se passe ? Elle brille comme un 700e du Soleil, pour une masse de 12% de la masse du Soleil. Voilà, et donc il faut vraiment un télescope et être dans l'hémisphère sud en plus, donc vous ne pouvez pas l'admirer depuis le centre d'astronomie. Mais elle brille comme une petite étoile rouge au milieu de cette photo, là, voilà. Et voilà les données de Anglada Escudé, de tout son groupe. Vous voyez que les variations de vitesse radiale observées montrent une variation périodique. Alors là, toutes les observations ont été repliées sur une seule période, donc c'est pour ça que je vous montre un seul cycle de la sinusoïde, mais il faut bien imaginer que tout ça, ça continue avec une périodicité d'horloge, parce qu'une planète, ça ne tourne pas, j'accélère, je ralentis, c'est vraiment très, 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 très régulier, évidemment. Et ce qui est intéressant, évidemment, alors là, j'ai mis des chiffres, mais je vais aller assez vite, c'est que si vous calculez la température d'équilibre de cette planète, vous imaginez bien que si vous connaissez le type d'étoile, si vous êtes capable de connaître la distance entre la planète et l'étoile,
vous allez pouvoir dire s'il fait chaud ou froid, d'accord, hein, Donc on peut, avec quelques équations de physique, calculer la température à la surface de la planète. Hein. Et pour la Terre, la température d'équilibre, c'est moins 18. Alors vous allez me dire, ah, mais la température moyenne de la Terre, c'est plutôt plus 15. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a 30 degrés d'effet de serre sur Terre. D'accord? Et c'est parce qu'il y a une atmosphère autour de la Terre, avec un peu de gaz carbonique et puis de la vapeur d'eau aussi qui contribue. Tout ça, ça fait un effet de serre qui fait que la température moyenne à la surface de la Terre, c'est plus 15 degrés. Et bien si vous faites le même calcul pour Proxima Centaure, eh bien pour Proxima b, pardon, vous trouvez une température d'équilibre. Oh zut, vous trouvez une température d'équilibre de moins 32 degrés. Ça veut dire que, a priori, l'eau va être gelée sur cette planète, mais s'il y a une atmosphère de gaz carbonique, eh bien, il peut y avoir un effet de serre suffisant et éventuellement de l'eau liquide, d'accord? Mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Alors voilà une image faite par l'ESO, hein, c'est une vue d'artiste, hein, évidemment. Donc ça vous montre, elle montre les deux petites étoiles qui sont des étoiles de type solaire, d'accord, qui sont en arrière-plan ici. Voilà Proxima Centaure, et puis sa planète qui pourrait ressembler à ça. Sauf que sur ce dessin, l'ESO a oublié de dire que, attention, c'est une naine rouge, et que donc c'est une planète avec qui baigne dans une lumière rouge. Alors, aller plus loin dans la caractérisation de ces planètes, je vous ai parlé de masse, de rayons, hein, d'accord, mais bien sûr, les grandes questions, ça va être, ont-elles une atmosphère, de l'eau liquide à leur surface, et ultimement, ont-elles de la vie? Alors, il y a un travail très intéressant qui a été fait par Christophe Lovis et quelques autres collègues à l'Observatoire de Genève, et ils se sont dit, mais Proxima Centaure, c'est l'étoile la plus proche de la Terre, avec une planète en plus dans la zone habitable, donc on a vraiment tout sous la main, au plus proche de nous, pour essayer de voir enfin une planète avec peut-être de l'eau à la surface, de l'eau liquide à la surface. Donc c'est vraiment un super challenge, c'est vraiment là-dessus que vraiment un groupe important de chercheurs vont travailler dans les années qui viennent. Et ils se sont dit, cette planète, elle est suffisamment éloignée de son étoile pour qu'éventuellement on puisse la voir avec les télescopes les plus puissants qu'on a au sol, avec le VLT, avec de l'optique adaptative et des techniques très sophistiquées. Mais ils se sont gratté la tête, hein, et puis ils se sont dit que si on faisait une image de l'étoile, alors ça c'est une image de l'étoile vue à travers l'atmosphère, donc il y a de la diffraction, etc. Donc on ne voit pas un point avec la surface du disque stellaire, hein, on voit un point qui en théorie est infiniment fin, mais ici un petit peu étalé par les lois de la diffraction optique. Et ils se sont dit que si on prélevait la lumière à côté de l'étoile ici, hein, le long d'un anneau pour chercher où se trouve la planète, Proxima b, eh bien, ce trou noir, en fait, c'est parce que la lumière est partie dans une fibre optique, et en faisant la spectroscopie, en analysant la lumière qui est partie dans cette fibre optique, on va essayer de distinguer la lumière qui vient de la planète de celle parasite, en quelque sorte, qui vient de l'étoile. À droite, c'est un peu pareil, sauf qu'ils ont rajouté un coronagraphe. Et puis voilà, donc c'est peut-être pas forcément très photogénique ça, mais voilà le résultat de leur simulation. Ils ont dit, supposons qu'on ait observé 60 nuits avec le VLT, avec un télescope de 8 mètres sous le ciel presque parfait du Chili. Eh bien, ils ont simulé deux choses. Ça, là-haut, ce sont des courbes qui sont des spectres. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que des spectres, c'est l'intensité lumineuse en fonction de la couleur. Donc, ici, vous avez des nombres. En fait, c'est juste un codage de la couleur. Hein. Ici, on est un peu moins rouge, et puis ici, on est un peu plus rouge, là, d'accord? Et donc, la hauteur de cette courbe montre l'intensité lumineuse pour chaque couleur de l'étoile. En rouge, c'est l'intensité pour une planète comme Proxima b, sur lequel il n'y aurait pas d'eau, d'accord? Et en noir, c'est l'intensité pour la même planète s'il y a de l'eau dans l'atmosphère. Et vous voyez en particulier qu'il y a des endroits où la courbe noire est nettement en dessous de la courbe rouge, hein, en particulier ici, hein, qui est la bande d'absorption la plus importante pour l'oxygène. Je ne sais pas, j'ai peut-être dit l'eau. Non, c'est l'oxygène, là, hein, le dioxygène, O2.
Et donc, donc en particulier à 760 nanomètres, hein, dans le rouge ou dans le très très proche infrarouge, eh bien, il montre qu'en 60 nuits d'observation, eh bien, on pourrait distinguer une planète sans oxygène d'une planète avec de l'oxygène. Voilà, donc 60 nuits, c'est un investissement important en termes d'efforts d'observation, etc. J'ai fini ? Oui. Ok, j'y arrive. Et pour finir, la deuxième planète la plus éloignée du Soleil, elle tourne autour de l'étoile de Barnard. C'est une planète plutôt glacée. Et puis, il y a même pas un mois, ou à peine un mois, on a annoncé à l'OHP la découverte d'une planète autour de la quatrième étoile la plus proche du Soleil. Et l'intérêt de cette planète, c'est qu'elle tourne autour d'une étoile qui est un petit peu plus brillante que Proxima. Ce qui fait que, même si elle est un petit peu plus éloignée, elle est intrinsèquement plus brillante, et donc on va avoir plus de lumière. Et donc, au lieu de passer à 60 nuits d'observation, on va gagner un facteur 25 quasiment. Donc, en peut-être une semaine, on pourra explorer, avoir des informations pertinentes sur la présence d'une atmosphère autour de cette planète. Alors, voilà, ça c'est la courbe de vitesse radiale. Ça, je n'ai pas le temps, mais je ne pensais pas vous en parler. Transparent de fin, c'est que dans les années qui viennent, effectivement, on va avoir à notre portée des informations issues de satellites qui vont être lancés très prochainement, dont TESS qui a déjà été envoyé mis en orbite l'année dernière et qui est pleinement opérationnel. En conclusion, le ciel est rempli de planètes, c'est clair, et évidemment, comme il est rempli de planètes, les étoiles les plus proches de nous sont accompagnées de planètes, et ça c'est vraiment un atout pour en savoir plus sur ces nouveaux objets. Bien sûr, la question de la vie, on ne sait pas, il faut continuer à observer, et on ne sait pas vraiment si la vie c'est quelque chose, un phénomène rare, ou bien si c'est un processus très courant, et dès qu'on a de l'eau liquide, on peut avoir de la vie, et s'il y a de l'eau liquide sur Proxima Centauri, il y aura peut-être de la vie sur Proxima Centauri. Voilà.